Donc la question que je voulais poser, c'était de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'appropriation des connaissances à l'heure où un réseau prétend diffuser et rendre accessibles des savoirs. Est-ce qu'on se dispense d'une intégration et d'une intériorisation de ces connaissances? La question n'est pas nouvelle. On disait autrefois doctus cum libro, sachant ou savant avec un livre. On pourrait dire aujourd'hui doctus cum inter rete, si on reprend le latin ecclésiastique mis au goût du jour, savant avec Internet. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'appropriation? Et alors pourquoi cette question? C'est pour moi lié à la question d'une politique de la connaissance. J'ai fini une thèse en 2005 sur ces questions-là, qui parlait à la fois de l'entreprise et de la société. Et j'ai étudié dans ce contexte des politiques d'encyclopédie après le XVIIIe siècle, donc après Diderot, qui se sont efforcées de produire une incidence sociale des savoirs, c'est-à-dire de transformer la société à partir des connaissances et des savoirs, dans la perspective du Diderot, de ses neveux, les rendre plus heureux et plus savants, évidemment. Quelques projets qui témoignent de ça. Autour de 1840, dans des cercles positivistes, autour de Michel Chevalier, le Saint-Simonien. Les Saint-Simoniens ont été des acteurs des réseaux et de la transformation sociale, à l'origine de la communication en partie, comme l'a montré Pierre Musso. Et Michel Chevalier, pardon, je voulais éviter de dire Maurice, donc j'ai dit Pierre. Michel Chevalier propose de créer une encyclopédie qui permette de donner à la France les éléments de base pour une politique industrielle et commerciale. Donc il y a l'idée d'une politique de la connaissance, donner et diffuser des savoirs pour impulser une transformation sociale. Alors, on a quelques exemples au fin 19e et début 20e de projets d'encyclopédie, avec Maurice Lachâtre, le premier traducteur de Marx, qui a sa station de tramway dans le 93 à Bobigny. C'est peut-être la seule mémoire aujourd'hui, qui vendait des lunettes, faisait de l'ésotérisme, mais voulait, pour financer des encyclopédies qui avaient pour but d'aider à une conscience ouvrière contre le pouvoir de la police, le pouvoir royal et un peu une distance vis-à-vis de l'Église. 1945, pour faire un saut, encyclopédie de la Renaissance française de Marcel Prenant, auquel collabore Paul Langevin, du rapport Langevin-Vallon sur le collège unique, les socles fondamentaux de savoir qu'on évoquait rapidement tout à l'heure. Il s'agit de faire de tout ouvrier un intellectuel. Alors peu importe ces projets et leur ancrage social, ce qu'on voit avec ça, c'est communiquer des savoirs avec pour but de changer la société. L'encyclopédie française de Lucien Febvre et Anatole de Monzy, 1935, même chose. Est-ce que Wikipédia, c'est ça? Moi, j'en suis pas tout à fait sûr. Il y a un changement avec Wikipédia qui est un changement procédural. Ce ne sont plus des éditeurs, des spécialistes, des patrons d'entreprises qui contribuent. C'est n'importe qui. Moi, j'ai fait un cours il y a quelques années sur Wikipédia. J'avais voulu, en cours, en licence 1, modifier l'article sur l'encyclopédie pour expliquer qu'Alain de Lille ou je ne sais plus qui n'avait pas fait une encyclopédie. Mon article a été corrigé parce qu'il fallait vraiment montrer que Wikipédia avait une racine médiévale. Et mon article a été corrigé, ce qui a fait beaucoup rire les étudiants, par un spécialiste des Pokémon et du heavy metal. Donc ce que certains ont appelé le maoïsme digital, l'égalitarisme numérique. Donc quelle politique de la connaissance au-delà d'une dimension de procédure? Alors évidemment, ce que je dis là va contre le capitalisme cognitif de Yann Mollier-Boutan, l'idée d'une dissémination, etc. Alors je voudrais terminer avec la question de l'appropriation intérieure. Donc comment, pour aller au-delà de la capitale du Monténégro sur un smartphone et qui y reste, comment on intègre ces connaissances et les savoirs? Il me semble que ça peut déboucher sur une autre question qui est celle des aptitudes au numérique, des compétences qui a été un peu évoquées tout à l'heure, auxquelles on forme soit la question de la digital literacy, la littératie numérique. Donc la littératie, c'est les compétences de base pour former un citoyen conscient des droits de l'homme ou d'autres choses, lire, écrire, compter. Alors il y a tout un débat au moment de la Révolution française sur les savoirs essentiels pour exercer en tant que citoyen. Sans doute aujourd'hui, sur le numérique, il y a des savoirs comme ça qui sont requis. Est-ce qu'ils sont transmis?
C'est Condorcet, dans le manuel sur l'instruction, les réflexions, les mémoires sur l'instruction publique, se pose cette question des connaissances fondamentales. Aujourd'hui, le numérique fait sans doute partie de ça dans les usages. Comment on forme les gens à ça? Alors, vous pouvez me dire, je suis universitaire, faites-le, ben, on le fait. On a dans mon université à Paris 13 tout un module informatique et société, à la fois une approche critique des nouvelles technologies, et puis on forme au brevet ou autres usages du numérique. Il me semble que des lieux d'église peuvent être aussi des lieux d'accompagnement de ces pratiques du numérique et d'une digital literacy renouvelée, notamment si l'Église catholique veut, au-delà d'une relation à présenter, aussi diffuser des savoirs. Il y a eu au XIXe siècle des grandes encyclopédies catholiques, un peu contre-révolutionnaires, tardives, mais les savoirs catholiques sont transmis comment aussi aujourd'hui? En partie par le numérique. Donc cette question au moins pour certains publics. Donc cette question de la digital literacy, elle touche aussi les transmissions effectuées dans l'Église.